Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le 12e pour être exact, on vous fait deux sujets, d'ailleurs je le mentionne dès le début, je le mentionnerai à la fin également, là, mais deux sujets proposés par Gab, deux de plusieurs. Donc vous serez heureux de savoir que la banque de sujets proactifs là, pour les prochains épisodes reprend de plus belle là, en cette fin d'été, bientôt début d'automne, là. Donc on vous fait officiellement le premier sur un son de la cloche, le deuxième un plateau débat. Euh, on enregistre comme toujours le lundi soir. Je pense qu'on est un peu prêt à faire presque deux places au débat, là. Donc je pense qu'il y a énormément d'opinions qui va être requis. Donc le disclaimer doit à la fois virer sur le volet. Bon, on va parler de compagnie listée, ça c'est important, Gab, que tu le mentionnes comme toujours, mais je crois que les opinions se veulent pertinentes. Les deux sujets sont très polarisants. À la fois de ce côté-ci de l'Atlantique, mais également un deuxième sujet de l'autre côté, chez nos chers auditeurs, entre autres français. On sait que vous êtes fidèles au poste. Donc un sujet qui vous touche un peu plus également en deuxième partie. Donc Gab, je te laisse la parole pour le disclaimer, mais très important de le faire in-depth en bon anglais. Je commence déjà mes anglicismes dès le début, là. Ouais, bah oui, donc la traditionnelle séance de mini-fusée cartouche d'encre débute pour notre cher JP, donc je plaisante évidemment. Vous êtes bien au courant, chers auditeurs, si vous nous écoutez depuis longtemps ou depuis pas longtemps, que évidemment tout ce qu'on va dire dans la section euh, dédiée, en tout cas sur les marchés, donc au son de la cloche, évidemment, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, surtout qu'on va parler de compagnies comme tu l'as dit, JP, qui sont négociées en bourse. Puis on vous invite toujours à prendre contact du coup avec un expert quiconque est autorisé aussi dans la juridiction où vous vous trouvez, qui est autorisé à vous fournir du conseil financier. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous aussi si ce placement-là il convient aussi à votre profil investisseur, à votre horizon de placement, puis à votre tolérance au risque. Évidemment, investir, c'est pas un jeu, ça comporte des risques, etc. Et vous êtes maître de vos décisions financières. Puis comme tu le dis souvent, JP, j'aime bien le rappeler aussi à nos auditeurs, de bien se renseigner aussi avant de prendre des décisions financières, de, de rester curieux et informé. Et je pense que pour la partie place au débat, pareil, de rester courtois évidemment dans les commentaires, puis je pense de faire aussi des commentaires constructifs, c'est ce qui a la clé du succès en tout cas sur le podcast, puis ça on l'a démontré dans les précédents épisodes, donc bien hâte de discuter avec toi JP pour les prochaines 40 minutes, là, on va essayer de tenir ça dans cette durée-là, et j'espère qu'en tout cas les deux sujets aussi vous plairont. Absolument. Donc lançons en force avec le premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le au son de la cloche. Parfait. Donc comme je le mentionnais, premier sujet qui se veut un peu polarisant également. Donc, place au débat sur le côté, là, mais on veut parler de la grève au niveau des fabricants automobiles. Donc, il y a présentement là, aux États-Unis la United Auto Workers ou UAW. C'est à peu près, je pense, 12 700 membres, si je ne me trompe pas, là, qui sont principalement des employés de General Motors, de Ford et de Stellantis. Stellantis qui possède d'ailleurs donc Chrysler, là, il y a plusieurs marques de véhicules qui sont sous le conglomérat Stellantis. Présentement, bon, comme le veut en fait l'industrie de l'automobile, ça fait déjà quelques temps que c'est un peu similaire, là, mais c'est le patronat versus les syndicats. Les conditions salariales sont en grande partie au cœur de tout ça, là. On parle d'une augmentation qui est demandée là, de 36% d'augmentation salariale. Bon, comme toujours, des augmentations au niveau de la sécurité de l'emploi, là. Je pense que c'est pas nécessairement anormal dans la période économique actuelle, mais il y a également un point qui fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, avec le fait que les membres demanderaient également d'avoir une semaine de 4 jours sans pour autant avoir des réductions au niveau de leur salaire, mais d'avoir un 4-day work week là, en bon anglais, qui est également énormément poussé par les démocrates, là, entre autres par Bernie Sanders. On pourra en parler un petit peu plus, là. Mais ça fait déjà quelques jours là, que ce débat-là est lancé, que justement là, l'économie la production automobile aux États-Unis est un petit peu mis au ralenti. Et je vais commencer juste par les faits, là. J'irai dans les débats un petit peu plus loin. Là, on parle quand même d'un risque en fait pour une contraction, là. Je pense qu'il parlait de 0,2% là, de réduction du GDP
du PIB là, au niveau des États-Unis pour le quatrième trimestre s'il y a un maintien sur une base de plus d'une semaine, 2 semaines, bref. Donc, dans le sens que la production automobile américaine reste, malgré tout, on est très loin de l'époque là, où Détroit était la plus grande ville des États-Unis en termes de production et d'emploi. Ça reste quand même une industrie qui est fortement porteur au niveau des États-Unis et qui a un impact, encore une fois, assez drastique sur le PIB. Ce qui est également important de mentionner, il y a des discussions présentement, il y a un très fort rapprochement entre la production automobile aux États-Unis et au Canada. En fait, il y a plusieurs véhicules qui sont produits au Canada, il y a plusieurs pièces qui sont produites au Canada également. Donc, il y a Unifor, là, qui est l'équivalent du UAW au niveau du Canada, là, qui aurait aussi un intérêt à se lancer en grève. Je pense que c'est peut-être même ce soir, heure du Canada, là, dans moins d'une heure. Je pense que c'était minuit, là, la date butoir pour le fait que les employés canadiens, là, les syndicats canadiens suivraient le pas là, de leurs compatriotes du syndicat américain, justement, qui voudraient embarquer là-dedans. Bref, donc ça, c'est un peu les faits. Sans lancer le débat, là, mais je veux quand même mentionner quelques points. Au-delà des requêtes, je pense que l'argument central reste le même pour le côté syndical. On parle entre autres, la rémunération des PDG, des CEO, là, des grandes compagnies que je vous ai parlé, là, de GM, de Ford puis de Stellantis, qui vont avoir une rémunération basée sur la performance, là. Ces CEO-là ont souvent des revenus annuels totaux, si on peut dire, incluant la partie fixe et la partie variable. Là. Je pense qu'il y en a que c'est dans du 20-22 millions là, pour GM et Ford, respectivement. Stellantis aussi dans ces eaux-là. Bref, donc pas des petits salaires et c'est un petit peu la même logique, c'est de dire, bon, ben, pourquoi est-ce qu'il y a une croissance, pourquoi est-ce qu'il y a une indexation à la performance pour les CEO alors que les employés qui sont syndiqués, eux, selon leur dire, n'ont pas des conditions salariales qui leur permettent Il y en a qui disaient même non seulement de vivre décemment, d'avoir une maison qui a de l'allure et de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, mais certains disaient même d'acheter le véhicule qu'ils produisent, ce que j'ai trouvé quand même plutôt bien imagé, si on peut dire, là, sans prendre position. Euh, je te passe la parole par la suite, Gab, mais moi, ma vision, je vais sans prendre d'un côté le patronal ou syndical. On sait que le syndicalisme est un point, comme je le mentionnais, très polarisant là, au-delà du contexte au son de la cloche. Là. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est toujours ça. Lorsqu'il y a ce genre de débat-là, c'est toujours dans des périodes où on n'en a pas vraiment besoin. Je pense pas que les États-Unis et le Canada non plus ont besoin de l'industrie automobile qui marche au ralenti. Ces espèces de redevances-là, de discussions, de volonté, c'est des moyens de pression qui sont faits, encore une fois, dans un contexte où l'économie n'a pas besoin de ça. On ne parle pas que ça pourrait déclencher une récession, mais ça ne va clairement pas aider à ce que l'économie retourne sur les rails, qu'une industrie de cette ampleur-là soit en grève ou à l'arrêt presque pendant une période prolongée. Donc, c'est un peu ça que j'aime moins. On parle quand même de quelques milliers, oui, de salariés syndiqués. C'est tout à fait, c'est très correct. Là. On parle d'un petit peu plus de 3 000, je pense, au Canada, puis je disais, 12 000 quelques aux États-Unis, mais ça reste, à mon avis, un petit peu problématique de faire ça dans les conditions économiques actuelles. Je ne dis pas qu'il y a un bon moment. Certains diront, ben, quand l'économie va bien, le côté syndical n'a aucun leverage, aucun levier face au patronat. Certes, je suis tout à fait d'accord, mais ça reste que dans un contexte où on est un petit peu mis à mal globalement en termes de toutes les industries et que l'inflation n'aide pas, je sais que c'est des points d'argument également pour le côté syndical. Mais on n'a pas vraiment besoin. Espérons, et là je vais un peu dans le mode pacifique, Gab, je verrai où tu vas après ça, puis j'ajouterai mon opinion également. Là. Mais espérons toujours que ça va se régler rapidement. Je pense que Janet Yellen l'a mentionné, la secrétaire du Trésor, que dans un monde idéal, c'est sûr qu'encore une fois, elle était très pacifique là-dedans, mais elle souhaitait une solution qui allait être et favorable pour le patronat et favorable pour le syndicat. Certes, tout le monde veut ça. Mais moi, ma vision, c'est réglons ça le plus rapidement possible, idéalement. Trouvons un terrain d'entente qui fait du sens et arrêtons de jouer au tir à la corde pour, encore une fois, mettre à mal l'économie américaine et sous peu, dans quelques heures, l'économie canadienne, vraisemblablement aussi avec l'arrêt d'une bonne partie de l'industrie qui va affecter beaucoup la province de l'Ontario, entre autres, là, qui est tout proche là, du Michigan, entre autres, et de la Rose Belle. Bah, tu vois, moi, je vais avoir une position, tu vas dire, sur ce débat-là, on va dire, qui est un peu différente que d'habitude on a tendance à m'attribuer, là, tu vois. Je peux comprendre effectivement les revendications, en tout cas des acteurs syndicaux. On sait que, pour remettre un peu en perspective, l'UAW, petite correction pour les chiffres, JP, tu parlais de 17 000, je crois, adhérents. En fait, il y en a 400 000 hein, au total, là, donc aux États-Unis. Là, donc, ce qui inclut aussi, il y a en plus 600 000 environ de membres retraités. Là, donc, c'est quand même considérable en fait en termes de personnel, etc., actifs ou non, on va dire, dans l'industrie, mais on sait que l'industrie automobile américaine est extrêmement puissante, hein, puisque on parle d'environ 15 millions de
véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis chaque année. Donc dis-toi, ça fait, sachant que les États-Unis ont 300 millions comment dire, d'habitants, c'est considérable. Je veux dire, c'est évidemment très important. Malgré qu'aujourd'hui, bah, comme tu le sais, puis je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs il y a très très longtemps, on avait fait un sujet, je me souviens bien, sur le déclin de Détroit. Euh, il y a eu en effet un vrai changement depuis la fin des années 70, en fait, avec le choc pétrolier, désormais vers l'importation de véhicules étrangers aux États-Unis, notamment les marques asiatiques, qui sont d'ailleurs devenues quasiment plus populaires en fait que les véhicules américains. Donc, comme tu l'as dit, le Big Free, en fait, malgré il ait vécu une transformation dans son modèle d'affaires depuis, comme je l'ai dit, les années 80. Donc le Big Free, pour rappel, c'est Ford, Chevrolet. Alors Chevrolet, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie de ce grand conglomérat qui s'appelle Stellantis. Chevrolet, en fait, a été racheté par Fiat en 2008 et c'est devenu FCA. Et en 2021, je crois, en janvier 2021, FCA et Peugeot Citroën, qui s'appelait le groupe PSA, ont fusionné et ça a fait donner ce nouveau mastodonte qui est dirigé d'ailleurs par un Portugais, mais qui a fait toutes ses armes en France, puisqu'il s'agit de Carlos Tavares. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est trois. Et j'ai oublié de préciser évidemment General Motors. Là, tapez-moi sur les doigts, je l'avais oublié. Là, mais les trois sont pour la. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que le syndicat fait grève. D'ailleurs, pour les trois fabricants majeurs aux États-Unis. Alors, c'est ça qui est assez impressionnant. Et je pense que bon, alors l'argument principal, on va dire des syndicats, et encore une fois, on peut le comprendre. Et ben tout simplement, c'est que ces groupes-là font beaucoup d'argent. Ils se sont très bien porté en fait en fait la chute du Covid, en fait depuis le Covid, ce qui est assez étonnant parce qu'on pourrait se penser bon les gens il y a beaucoup d'inflation etc. Et ben en fait on s'est rendu compte que grâce à la vente notamment de véhicules électriques de plus en plus et de véhicules de plus en plus onéreux, de véhicules neufs de plus en plus onéreux, et ben ces groupes-là ont réussi en fait à passer assez facilement en fait l'inflation, donc l'augmentation de leurs coûts de production, notamment bah, de la main-d'œuvre aussi, mais notamment aussi les prix des matières premières vers les consommateurs. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui leurs marges vont bien, en termes de performance financière, tu le vois, puisque leurs figures financières ont quasiment doublé depuis les niveaux de la pandémie, même par rapport au niveau pré-pandémie. Là. Je vais te donner un exemple. General Motors, pour l'exercice qui finissait en 2019, donc les 12 derniers mois finissant en décembre 2019, eh ben, ils avaient généré en bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement, donc le fameux EBITDA que je me réfère souvent, environ 13 milliards de dollars d'EBITDA, alors que ce montant-là est d'environ 17 milliards sur les 12 derniers mois, finissant en juin 2020, en juin 2023. Donc ça fonctionne bien. Et des géants aussi comme le géant par exemple que je t'avais mentionné avant, donc Stellantis, pareil, ils ont connu en fait depuis leur introduction en bourse, ils ont connu une croissance assez fulgurante, puisque en même pas 2 ans, eh ben, le fameux EBITDA est passé d'environ 20 milliards à 28 milliards d'euros. Là, parce que là, les chiffres, pour le coup, sont en euros, puisque Stellantis, rappelons-le, est, je crois, négocié à la bourse d'Amsterdam. Donc, c'est une société de droit européen, mais qui possède effectivement de très, très grosses activités partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on commence à observer de plus en plus, c'est la tendance à la consolidation. C'est une autre tendance qui est majeur dans l'industrie automobile, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une industrie où l'économie de coûts est très importante. Les synergies de coûts et de revenus sont extrêmement importantes pour les constructeurs, ce qui fait que bah, il y a une tendance à la consolidation et évidemment à la création de, comme tu l'as dit, de fortune au niveau de la direction de ces entreprises-là. Et il faut avouer, c'est assez mal vu, hein, puisqu'on est dans un contexte où, comme tu as dit, les ouvriers de ce secteur-là eh ben, aimeraient avoir leur juste part, si tu veux, de la création de valeur de l'entreprise les dernières années. Donc, je peux comprendre cet argument-là qui est de dire, bon, l'entreprise fonctionne bien, il serait fair, tu vois, que les employés aient aussi une petite partie du gâteau. On ne parle pas non plus de... c'est vrai qu'en termes de pourcentage, en absolu, ça peut représenter une hausse considérable, mais en relatif, c'est beaucoup, mais en absolu, c'est pas grand-chose, tu vois. Donc, je pense qu'il faut y aller de manière donnant-donnante. Et puis bon, là, j'ai pas mon avis à donner là-dessus parce que j'y connais rien
en négociation de convention collective, eh ben, il faut quand même que dans la vie, quand tu fais de l'argent, bah, il faut que ce soit gagnant-gagnant, si tu veux, pour tout le monde, notamment les employés, parce que c'est eux qui créent évidemment aussi la valeur derrière, évidemment, toutes ces machines-là qui sont évidemment. Il faut qu'elles soient accessibles aussi, comme tu as dit, aux employés. Je trouve que l'argument d'ailleurs du fameux syndicaliste a été assez pertinent, puisque c'est vrai que on le sait d'ailleurs au début des années 1900, là, quand il y a la Ford E T qui est lancée, l'objectif de Henry Ford, c'était justement que tous ses employés possèdent la voiture qu'il fabrique, tu vois. Donc c'est une référence qui est assez subtile et je trouve assez intelligente dans le contexte, là. Exact. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier que en fait, la majorité des discussions et des négociations, patronat-syndicat finissent par tu sais, s'entendre sur quelque chose parce que autant le patronat a besoin du syndicat pour avoir des employés qui font tu sais, on s'entend que les milliards qui sont faits présentement en revenus et même en profit par l'industrie automobile américaine présentement ne se font pas sans que justement des humains soient en mesure de les produire. On sait qu'il y a une amélioration drastique au niveau de la chaîne de production avec beaucoup de machines, beaucoup d'automatisation. Oui, il y a des bénéfices qui viennent de l'inclusion de machines, mais les humains n'ont pas disparu avec la quantité justement d'ouvriers. C'est pas demain la veille que les véhicules vont se faire par eux-mêmes, là. Donc le besoin de main-d'œuvre va toujours exister. Et de l'autre côté, ben, c'est vrai que pour avoir des emplois, ça prend des compagnies qui sont pérennes. Et c'est là un peu où C'est vrai? il y a deux points qui sont pertinents de voir. Euh, L'opinion, je pense que certains disaient justement, bon oui, la rémunération absolument faramineuse des CEO là, qui ont augmenté de 40%, je pense, depuis sur les 4 dernières années là, pour ces trois grandes compagnies-là, dont Stellantis, comme tu le mentionnais, qui est un conglomérat. Mais on se retrouve quand même avec des compagnies qui euh, ont eu des stock buyback. Il y a eu quand même beaucoup de manipulation, pas de manipulation, mais de démarches qui ont été faites pour favoriser les actionnaires. Et certains, justement, des membres du syndicat mentionnaient, bon, il y a les CEO qui sont trop payés. Il y a le fait justement qu'en 2008, l'industrie a été sauvée complètement par les taxpayers américains à coût de 80, je pense, milliards de dollars là, pour sauver, entre autres, Chrysler et GM, bref. Et qu'en plus de ça, mais il y avait beaucoup d'argent qui était non seulement mis dans les poches des CEO, mais également dans les poches des actionnaires avec des stock buyback, alors qu'en réalité, du côté des employés, eux, ils n'avaient pas des augmentations salariales qui étaient légitimes. Donc, c'est sûr que et moi, je le vois également de tous les axes. Il y a certainement une pertinence à ce que les négociations aient lieu, là, et c'est toujours requis. C'est toujours des resets pour une convention qui vont amener de la stabilité pendant X nombre d'années. Les conventions collectives sont souvent signées pendant une période qui permet justement de stabiliser l'industrie lorsqu'un syndicat est présent. Mais de l'autre côté, il faut toujours rappeler que, bon, oui, il y a des décisions qui peuvent être curieuses et on peut essayer de voir la légitimité derrière les augmentations salariales des CEO et voir la légitimité derrière les stocks buyback, mais il ne faut pas oublier qu'une compagnie qui est listée, une compagnie qui est publique, ben, il faut que les actionnaires continuent de croire à la business, sinon la business ne tient pas. Je ne dis pas que ça va être la fin des compagnies automobiles américaines, c'est des mastodontes qui ne sont pas appelés à disparaître. On l'a vu en 2008, ils n'ont pas disparu. Donc c'est sûr que c'est presque des too big to fail, là. Mais c'est sûr que c'est à prendre en considération. Puis, tu sais, je pense également, au-delà du point, comme j'ai dit tout à l'heure, là, que bon, il y a le contexte qui fait en sorte qu'on espère une résolution rapide parce que l'économie va mal. On ne peut pas se permettre à ce que le PIB américain chute uniquement à cause de négociations patronat-syndicat. Mais également, je pense, un des points qui complique les choses, c'est le sujet du syndicalisme est polarisant aux États-Unis. Donc, on s'entend que dans un contexte présentement où on met la table pour les élections et que le clash républicain-démocrate est à peu près dans chaque sujet social et même autant des décisions internes que des décisions externes, je pense que c'est là où c'est encore une fois ouvrir la porte vers une panoplie de débats qui va encore une fois polariser davantage les États-Unis. Donc il y a aussi un côté très espérons que tout le monde y gagne au final, à la fois les compagnies, à la fois le syndicat, espérons une convention collective qui va stabiliser l'industrie pendant X nombre d'années, espérons qu'il n'y aura pas trop d'impact également de notre côté au Canada. Mais encore une fois, moi je dis souvent, ça met juste de l'huile sur le feu, encore une fois, sur le débat qu'il y a aux États-Unis. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, Bernie Sanders, entre autres, qui peut être vu comme étant de la gauche plutôt extrême à un certain point, va être très vocal présentement là-dessus. Et on sait que souvent, il va être opposé par des personnes qui sont d'une droite, pas nécessairement très centre-droite, mais plus d'une extrême-ish droite également, si on parle encore une fois du spectrum américain, si on peut dire, là, où des extrêmes sont très loin de certains Spectre. du spectre, C'est bref.
mais du contexte américain qui est très loin d'extrêmes qu'on peut connaître dans l'histoire et dans certains pays autres. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même cette logique-là aussi. Là, ça va juste enflammer beaucoup les passions aux États-Unis. Est-ce qu'on a besoin de ça sur un autre sujet? À suivre, à mon avis. Ouais, bah c'est ça, ça reste encore à voir. C'est sûr qu'aussi dans notre contexte, effectivement, au Canada, je pense, et là tu l'as quand même introduit, effectivement, qu'il y a des risques effectivement de contagion de cette crise-là de l'autre côté nord de la frontière. Euh, je pense que ça demeure quand même plus limité parce que tout simplement l'industrie automobile canadienne est quasiment, en fait, malgré qu'elle soit extrêmement dépendante des usines de Détroit notamment, ben, elle demeure très limitée, hein, puisque je crois que la plupart des très grosses entreprises de manufacture de véhicules neufs ont quasiment disparu en fait depuis les milieux des années 2000, notamment par exemple au Québec. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de production, on va dire, de General Motors qui était dans le nord de la banlieue nord de Montréal. Ça a complètement périclité, hein. Je veux dire, ça n'existe plus. Puis il y en a quelques, je crois qu'il y a encore quelques usines de pièces détachées, etc., de carrosserie qui existent, en tout cas dans la région du Grand Toronto. Là. Et puis notamment aussi, bah, et là c'est logique, du côté, juste de l'autre côté de la rivière Détroit, là, pareil dans la province de l'Ontario, mais à très grosse proximité évidemment du marché cœur évidemment de l'automobile américaine, hein. Je pense que ça va demeurer plus limité effectivement de notre côté. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on le sait que c'est une industrie qui est très puissante. C'est aussi même un lobby, hein, d'une certaine mesure. C'est sûr que c'est une force politique qui est assez impressionnante, hein. Comme tu l'as dit, il y a un soutien effectivement politique, on va dire, du côté gauche aux États-Unis qui est assez ressemblant en fait au niveau de de cette catégorie-là, bah, tu sais, ce qu'on pourrait appeler par exemple en France la France insoumise, hein, on va dire. C'est des positions comment dire, très extrêmes, on va dire. C'est vraiment sur les sujets de discussion. Mais c'est vrai que nous, dans notre côté, en plus, côté et là je te parle du côté français, c'est sûr que le conflit est assez difficile à suivre et peut-être que c'est bon de rappeler aussi que le fonctionnement aussi du système de grève, du droit de grève aux États-Unis n'est pas du tout régulé comme il l'est, par exemple, en Europe. Ce qui fait que quand il y a une vraie grève, bah, c'est une vraie grève pendant plusieurs mois, puis tout est à l'arrêt. En Europe, en tout cas, tu peux faire grève en fait à tout moment, en fait. Mais comment dire, quand tu fais grève, souvent c'est pour une journée, tu dois donner un préavis, etc. Alors que souvent aux États-Unis, c'est à la renégociation d'une convention collective. Tu peux pas faire de grève en dehors de cette période-là, à proprement parler. En fait, tu es obligé, ou soit tu peux être licencié si évidemment tu travailles pas. Là, c'est le cas. Et c'est la même chose côté patronal. Le patronat peut mettre fin au travail, et ça c'est ce qu'on appelle un lockout. C'est plus rare, mais ça existe, et notamment ça existait par exemple dans les fameuses ligues sportives. Là, vous avez probablement entendu parler là, quand la NBA avait fait le fameux lockout. C'est le même principe. Tu as une période environ de 4-5 ans où tu as une convention collective qui est signée, puis ça c'est un contrat qui permet, on va dire, de standardiser tous les contrats, on va dire, qui sont émis par une industrie ou un groupe d'employeurs, donc notamment bah, là pour l'industrie automobile. Mais c'est vrai qu'il va falloir voir, on va dire, les conséquences après ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en sais rien. Ce que je vois juste, par contre, c'est que au niveau des capitalisations boursières, bah, il y a quand même eu un effet. C'est quand même depuis 2022, peut-être depuis l'année passée, en tout cas, les capitalisations boursières, quand même, de la plupart des constructeurs ont quand même pas mal reculé. Sur les derniers jours, il y a eu quand même un déclin très relatif, on va dire, des capitalisations boursières. Là, on parle d'environ 10% là, pour les trois fabricants dont on parle. Là, donc, c'est pas non plus majeur. Mais c'est sûr qu'on souhaite qu'une solution soit trouvée rapidement parce que bon, une fois que on va dire bon, il y a les marchés, il y a les employeurs qui s'inquiètent, il y a les employés qui s'inquiètent, mais après il va y avoir les marchés qui s'inquiètent parce que tout est une question, on va dire, évidemment de capitalisme et de savoir comment tu sais, où la valeur actionnariale va être générée. Et puis c'est vrai que quand on va voir que le coût est trop important d'un point de vue de valeur actionnariale, bah, c'est là où finalement le deal va être fait. Mais on sait qu'au final, souvent, et c'est souvent le cas dans ce genre de négociation, bah, c'est un peu moi je veux A, moi je veux C, bon, on finit par couper la poire en deux en fait à B, donc c'est une espèce
de solutions, on va dire, de repli. Puis c'est la même chose, je veux dire, partout, là, quand vous... C'est l'art de la négociation, finalement, là, mais je pense que c'est à peu près ça que j'avais en tête, en tout cas, pour ce sujet-là. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, JP. Non, je crois que ça fait le tour pour le premier qu'on peut passer au deuxième segment de l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, on voulait parler d'un autre sujet, plutôt d'actualité d'ailleurs, là, qui est dans les derniers jours, sinon dernières heures. Donc, parler un peu du contexte qui se passe présentement en Italie, plus spécifiquement là, de Giorgia Meloni, même on a Ursula von der Leyen, là, qui est aussi une personne clé dans les dernières discussions, et toute la vague de migrants là, qui arrivent présentement sur l'île de Lampedusa, au niveau, en fait, l'île italienne de Lampedusa. Et qui, bon, c'est pas nouveau, là. Il y a eu quand même des tangentes à la hausse de manière assez drastique en 2023 là, par rapport à 2022 et surtout dans les mois d'été. Là. Je pense qu'on parle présentement là, d'un total de 127 000 migrants là, qui sont débarqués sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Là. C'est près, je pense que c'est plus du double là, par rapport à 2022. Bref, donc là, les mouvements migratoires vers l'île de Lampedusa, c'est un problème. Je pense que Ursula von der Leyen est arrivée avec son plan d'urgence et justement était accompagnée là, de la première ministre Meloni. Et bon, le plan implique, bon, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire dans le but d'aider justement l'Italie? Est-ce que cette problématique-là, là, en fait, qui est présentement est un peu ciblée de leur côté, puisse être un petit peu moins problématique pour eux seulement. On parlait là, entre autres, d'avoir davantage de ressources directement au niveau de l'île et même au niveau de l'Italie là, pour aider au tri et aux empreintes, je dirais, là, des migrants qui arrivent à Lampedusa, les gardes-côtes également. On sait qu'il y a eu plusieurs naufrages quand même significatifs là, au niveau de la mer Méditerranée. Donc, d'essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir bon, un peu plus de support et de patrouille là, dans le but d'aider quand même ces bateaux-là, ces bateaux de fortune-là. Essayer aussi de prendre les passeurs sous la justice. Je pense que c'est important de les épingler, ceux-là. Puis de regarder justement, bon, ben, qu'est-ce qui peut être fait une fois que ces migrants-là arrivent en Italie? Est-ce qu'ils peuvent être bougés vers d'autres pays, être intégrés dans d'autres pays de l'Union européenne? On sait que l'Allemagne avait pris une position qui était très stricte au niveau de ça, en refusant même, je pense, l'arrivée de migrants qui est arrivé en Italie. Donc, un sujet qui est à débat depuis très longtemps. Je me souviens même à l'époque, lorsque j'avais fait un échange d'étudiants, le mouvement migratoire vers l'Europe était déjà bien connu entre l'Afrique et l'Europe. Et où j'étais dans les pays scandinaves, c'était du genre, si vous arrivez ici, on garde vos biens et on vous retourne. Là. Donc, il y a plusieurs pays qui ne montrent pas la même ouverture. Et je pense que c'est là où l'Union européenne, et on verra encore une fois, est-ce que le plan de von der Leyen va amener à ce que ce débat-là puisse justement progresser dans un sens et que ça va vraiment être du coude à coude pour les pays européens. On sait qu'il y avait d'ailleurs plusieurs, je pense entre autres le ministre français là, qui allait faire le tour, un tour également en Italie. Là. Donc, c'est de voir où est-ce que ces discussions peuvent amener. On sait que les demandes d'asile, oui, il faut qu'il y ait des réactions pour l'accueil de ces migrants-là qui arrivent. Comme on l'a dit, il faut réduire beaucoup les passages parce que ça reste que, bon, oui, c'est un mouvement migratoire qui est non légal officiellement, mais il y a également, comme on l'a dit, un risque assez imposant à traverser la Méditerranée là, dans des bateaux de fortune. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accueillir ces personnes-là, pour éviter d'avoir justement le bullseye sur l'Italie uniquement, mais également de voir qu'est-ce qui peut être fait avec les pays de provenance, en fait, de la majorité des migrants, là, pour que, justement, il y ait peut-être d'autres moyens qui soient mis en place dans le but d'accueillir ces personnes-là, de pouvoir avoir un meilleur filtrage qui éviterait justement ces passages-là. Donc, c'est de voir, essayons de mieux accueillir, mais essayons également de mieux travailler avec les pays où il y a des mouvements migratoires imposants au départ. Je pense entre autres qu'il y avait la Tunisie là, dans les principaux, je pense que c'est même le principal, corrige-moi Gab d'ailleurs si je me trompe, mais je pense que c'est quand même imposant. Donc, double de migrants, problématique qui est imposante. L'Italie ne peut pas s'y mettre seule. On sait que ça reste un sujet de débat politique important en Italie. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire? C'est sûr que je pense qu'il y a vraiment des actions qui doivent être faites des deux côtés. La dernière chose c'est qu'il faut littéralement réduire le nombre de bateaux qui traversent la Méditerranée dans des conditions défavorables et qu'il y ait, encore une fois, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et même des milliers de morts, dépendamment de certains étés. Je pense que c'est pas une réalité qui peut être maintenue. Il y a d'autres manières de le faire. Et d'essayer d'approcher cette problématique-là et ce débat-là présentement en Europe, à mon avis. Là.
Ouais, bah, c'est une situation, comme tu as dit, JP, dramatique, hein, puisque au-delà évidemment des questions, on va dire, économiques et des problématiques que pose effectivement cette immigration illégale, elle pose surtout en fait une question humanitaire, on va dire, essentielle, c'est-à-dire celle, la condition évidemment de ces gens qui sont désespérés au point, si tu veux, de se mettre vraiment leur vie en danger, parce que là, on parle pas évidemment d'une situation qui est facile, parce que rappelons que les conditions sont extrêmement périlleuses pour se rendre sur cette île de Lampedusa. Bon, pour rappel, évidemment, pour nos auditeurs, Lampedusa, c'est une île qui est italienne, mais qui est au large de la Tunisie. Donc, c'est environ à 130 km à l'est, on va dire, de la Tunisie. Donc, notamment pas loin des villes de Monastir. Donc, pour ceux qui sont allés en vacances en Tunisie, peut-être qu'ils reconnaîtront certains noms et environ en fait à 200 km, je crois, au nord de l'île de Djerba, là, qui est connue, on va dire, pour le coup, qui est une destination touristique bien connue, en tout cas en France. Ainsi que l'île de Pantelleria, qui est pareil à l'est, à peu près à 150 km à l'est de Tunis. Donc, ces îles-là appartiennent à l'Italie, malgré qu'elles soient plus à proximité de l'île de Malte, donc, qui pour le coup, elle était britannique, on va dire, pendant très longtemps. Donc c'est cette situation et puis cette géographie si particulière qui fait de Lampedusa une porte d'entrée, on va dire, évidemment un point de passage illégal, on va dire, prisé, on va dire, par les réfugiés et les clandestins, et notamment les passeurs, comme tu l'as dit, parce que c'est toute une industrie aussi qui est derrière cette immigration illégale. C'est aussi cette industrie des passeurs qui font évidemment énormément d'argent à passer dans des migrants dans des conditions qui sont déplorables, qui utilisent des embarcations très dangereuses ou de fortune, notamment des espèces de boudins d'eau, là, où tu sais, où des boudins qui remplissent d'air, mais qui mettent juste une pauvre toile entre les deux boudins, là. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement dangereux, évidemment, de naviguer avec ce genre de bateau. Il y a souvent des drames humains avec des gens, malheureusement, qui périssent en mer, puis qui, en plus, ne savent pas nager, donc ce qui rend encore plus la rescousse encore plus complexe. Donc, c'est encore une fois un drame humain, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as on l'a vu, hein. D'ailleurs, il y a quelques années, je me souviens quand il y a eu la vague de réfugiés aussi depuis la Syrie, on voyait malheureusement des situations complètement atroces sur les îles grecques. Ben, c'est la même situation, malheureusement, qui se passe en ce moment. Pourquoi il y a une vague, on va dire, ces derniers jours? Eh bien, tout simplement parce que, oublions pas que la plupart des autres axes d'entrée vers l'Europe sont quasiment verrouillés et qu'il y avait des conditions de navigation qui étaient un peu plus favorables de ce que j'ai lu, on va dire. Ce qui fait que bah, tu as eu une entrée de plusieurs milliers, dizaines de milliers de migrants en même pas quelques semaines, hein. Donc, et qui fait que en plus l'île est dépassée, on va dire, au niveau de sa capacité de refuge, puisque le seul point de refuge ne permet de réfugier que seulement 400 migrants. Alors on commence à penser évidemment à rapatrier ces migrants-là plus vers la terre, notamment vers la Sicile, qui est plus en proximité évidemment avec le continent européen. Et tu l'as dit, à augmenter la capacité d'accueil aussi dans les autres États membres de l'Union européenne. Alors ça, c'est le plan von der Leyen. Ce serait effectivement de dire, bon, on veut dispatcher ces migrants-là parmi les différents pays. Sauf que certains pays, comme tu l'as dit, ont clairement indiqué leur refus, évidemment, de refuser ces personnes-là. Notamment, bah, l'Allemagne, c'est un bon exemple, mais la France, tu as parlé de notre ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a eu une attitude, on va dire, assez ambiguë, parce qu'il a dit oui, on veut, et c'est vrai que c'est normalement le droit européen maintenant depuis, je crois, un peu moins d'un an maintenant, et comme ça, les demandes de refuge se font à la frontière et non plus à l'intérieur des États, afin d'éviter comment dire, les demandes qui sont faites directement, bah, par exemple en France, là, par exemple, ou dans d'autres pays qui sont prêts à accueillir pardon, des migrants illégaux, notamment l'Allemagne, mais les Pays-Bas aussi. Toi qui as été au Danemark aussi, pendant quelques années, ça a été pas mal le cas. C'est plus trop le cas puisque maintenant les gouvernements commencent à être de plus en plus frileux, on va dire, à régulariser la situation de ces travailleurs clandestins, parce que souvent ils finissent par travailler clandestinement, hein, parce que c'est malheureux, mais c'est ce qui arrive, hein. C'est comme ça. Ces gens-là, il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc c'est une situation très complexe, hein. C'est pour ça que moi je voulais en parler, parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité bah, moi qui me touche. Donc
je pense, qui est intéressant, on va dire, à divulguer, car peut-être un peu moins de rapport, on va dire, avec la finance, comme vous pouvez le constater, mais c'est vrai que c'est un enjeu, évidemment, économique très important, et effectivement, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, en sachant que, effectivement, tu m'as dit qu'il y a une vague, clairement, d'immigration de ce côté-là. Rappelons aussi que maintenant, la plupart des flux se, se concentrent vers Lampedusa et les îles italiennes pour une raison simple, c'est que les frontières avec l'Espagne, qui étaient avant très prisées, notamment les enclaves, tu le sais, de Ceuta et de Melilla, là, qui sont deux villes espagnoles, mais basées, qui sont sur le continent africain, en fait, et voisines, et d'ailleurs revendiquées par le Maroc. Euh, et donc ces dernières, bon, effectivement, étaient pendant longtemps des axes privilégiés d'immigration, juste à temps que les deux villes construisent des énormes murs de plus de 10 mètres de haut. Là, donc c'est devenu extrêmement périlleux, même quasiment impossible de rentrer dedans. Euh, Ça, c'est fini. Du côté turc, effectivement, les contrôles ont été faits, puis l'Union européenne paye effectivement très cher le gouvernement turc pour empêcher n'importe quel migrant, on va dire, de franchir, de traverser à la nage les îles grecques qui sont là où c'est donc les îles de la mer Égée qui étaient auparavant en fait il y a pendant la vague syrienne surtout d'immigration euh, et ben il étaient les axes on va dire de passage on va dire des clandestins et le fait qu'aussi les plupart des gouvernements d'Europe centrale aujourd'hui pareil sont malgré qu'il y ait des problèmes récurrents de corruption et ben empêchent la traversée on va dire de migrants sur plusieurs frontières parce que souvent ils veulent pas rester en Grèce c'est ça le truc. Et je pense que tu as aussi l'effet cumulé en ce moment de des tensions qu'il y a sur le continent africain. On en a parlé il y a quelques semaines avec le coup d'État au Niger, c'est un exemple, mais la plupart des pays sahéliens connaissent, on va dire, un regain de tensions très important, là, avec notamment l'arrivée de courants et puis de mouvements islamistes qui commencent à reprendre du poil de la bête, notamment Boko Haram, ça c'est au Nigeria. Comme tu le sais, la situation en Libye reste extrêmement préoccupante, notamment depuis je crois, il y a une semaine et demie, il y a eu ces fameuses inondations, on va dire, dans le nord du pays, dans la ville de Susa, donc qui est dans la province de la Cyrénaïque en Libye, et qui fait que déjà la situation est c'est une situation de guerre civile, donc où il y a plusieurs gouvernements qui sont en place qui est extrêmement difficile à gérer. Et ben, en plus, tu as cet enchaînement, on va dire, de problèmes qui vient rajouter une pression supplémentaire, évidemment, sur l'Italie, on va dire, en ce moment. Exact. Puis c'est un peu, je pense pour conclure, dans le même axe que le premier sujet, là, qui était au son de la cloche, mais un peu place au débat, là. C'est sûr que ça ramène aussi des discussions dans l'ensemble des pays de l'Union européenne qui, on le mentionnait, ont un peu de polarisation entre les extrêmes. Donc, je pense que c'est là où le sujet de l'immigration, surtout de l'accueil des migrants, ben, peut encore une fois enflammer des débats présentement. Et ça fait depuis très longtemps, je sais que vous allez dire en commentaire, ces débats-là existent depuis les premiers flux migratoires qui, comme on le mentionnait, datent depuis toujours, là, mais qui sont vraiment mis en emphase depuis le milieu des années 2010. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai hâte de voir, encore une fois, c'est un peu là, moi, ma vision en tant que Canadien, et je sais que j'ai peut-être soit des lunettes roses ou des lunettes grises sur l'Union européenne, mais c'est là où on va voir la réelle cohésion de l'Union européenne. Tu sais, c'est beau les fins économiques, les fins financières, les fins commerciales de l'Union européenne, mais aussi lorsqu'il y a des besoins d'immigration, des besoins plus humains, ben, c'est quand même là aussi où ben, cette coalition de pays est supposée aussi amener de la valeur ajoutée. Et on sait que toutes les institutions, on en avait parlé à maintes reprises d'ailleurs, des différentes institutions de l'Union européenne qui ont des paliers, que moi ça me rend fou, là, j'ai de la misère à comprendre qui est Monsieur Truc Michel, j'oublie les noms là, de qui fait quoi, de qui est où et de qui quand quoi, là. Bref, mais tout ça pour dire que c'est un peu là où ben, tout le monde est interpellé. Est-ce qu'il va réellement y avoir un résultat qui va être favorable à tout ça? On l'espère. Mais ce n'est pas une solution, c'est un peu là. C'est que la solution va être de longue haleine. C'est pas une solution qui a quelque chose de rapide et qu'en 2 semaines, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On l'a vu de ce côté-ci de l'Atlantique avec la réalité des flux migratoires de l'Amérique du Sud vers les États-Unis, vers le Canada également. C'est un point avec le fameux chemin Roxham et les discussions qu'il y a eu diplomatiques entre les États-Unis et le Canada dans le but de trouver une solution, une alternative qui fonctionnait. Donc, c'est à un tout autre niveau, mais je pense que c'est pertinent de voir, bon,
quelles seront ces discussions-là entre les pays de l'Union européenne et comment est-ce que ça va évoluer dans le temps. Comme on l'a dit, c'est pas seulement l'accueil qui est important, mais c'est également de travailler avant même que ces personnes-là quittent en bateau de fortune, comme je le disais, sur la Méditerranée. Je pense que le travail se fait plus en aval de tout ça et on va espérer effectivement que ça ait lieu. On va espérer que les flux migratoires, de manière légale, soient plus flexibles et ça aiderait également, encore une fois, toutes les discussions sur qui est-ce qui sont accueillis dans les pays de l'Union européenne, s'il y a au moins des filtres d'immigration qui sont faits et que c'est ciblé pour les pays où il y a des gens qui en ont réellement besoin d'un meilleur avenir, par exemple en Europe, en départ de l'Afrique, par exemple. Je pense que ça peut être super intéressant. Mais il y a du travail à faire, encore une fois. Il y a même du travail à faire sur aider à ce que les conditions dans ces pays-là puissent être améliorées. Il y a eu un essor quand même dans plusieurs pays africains qui étaient dans des contextes où ça n'allait pas très très bien. Il y a eu dans les dernières années des super belles transitions. Donc, je pense qu'il y a de l'amélioration qui existe. Encore une fois, peut-être que je rêve en couleur. Mais à mon avis, ça va être là où on va voir est-ce que l'Union européenne est en mesure de faire un front commun, non pas seulement pour se protéger, mais pour également améliorer globalement, pour être un gendarme, ce que l'Union européenne devrait être. Si les États-Unis veulent se vouer être un gendarme du monde, je pense que l'Union européenne, encore une fois, a un énorme impact humanitaire présentement qu'ils peuvent mettre en place. Il faut mettre un pilier et mettre une roche qui fait du sens. On verra si c'est von der Leyen qui va réellement être le domino clé. Je ne crois pas personnellement, mais je pense que Je c'est encore une commençais fois. Je commençais à ricaner là, et je me C'est suis ça, mais en fait, permis de j'y crois pas. réactiver le micro là, mais J'y crois pas que c'est elle, mais je veux dire, je pense que si ça peut amener au moins tu sais, les pays forts de l'Union européenne à se mettre ensemble pour trouver des solutions, encore une fois, ouais. c'est pas seulement de prendre des dizaines de milliers de personnes puis de les mettre dans différents patelins en Allemagne. C'est pas ça le but. C'est essayons de travailler pour améliorer, pour qu'on n'ait pas des dizaines de milliers de personnes à mettre dans des patelins en Allemagne. C'est essayons de voir qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces personnes-là, pour avoir une immigration légale qui fait plus de sens et qui va éviter, encore une fois, qu'il y ait des noyades par centaines et par milliers à chaque année. Tu sais. Ouais, mais c'est très compliqué. Et on voit que d'ailleurs la mission, on va dire, des gardes frontières européens reste extrêmement complexe parce que maintenant, tu le sais, depuis quelques années, on a une agence unie en fait qui est pas vraiment unie. C'est ça encore une fois la complexité que tu le sais de l'Union européenne. Et puis ça, toi, tu vas by the way, tu as écorché le terme, Là, tu me le dis que c'est des. prénom de notre président du Conseil européen, qui s'appelle Monsieur Charles Michel, C'est et pas non loin. Mais pas tu me dis que Michel ce sont. Michel. Tu me dis que ce sont des États membres non unis. Donc, ce sont les États non unis. D'Europe. Bah oui. C'est C'est... intéressant. Une petite réplique des États-Unis. Oui, ben à l'origine, le projet européen, c'était les États-Unis de l'Europe, hein, c'était un peu ça. Mais bon, finalement, on voit que il y a quand même des très grosses divergences, justement, en termes de politique, etc., parce que les intérêts sont pas les mêmes. Tu l'as dit, l'Allemagne, bon, alors là, elle est pas contente, mais d'habitude, elle aime bien l'immigration parce que c'est vrai que son solde naturel de remplacement de la population est négatif, en fait, est inférieur au seuil de renouvellement de la population. Je crois qu'il est d'environ 2,01 enfants par femme. Là, je crois que il faut que tu aies ce nombre d'enfants par femme pour maintenir ta population. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, puisqu'ils perdent, leur taux de natalité est trop faible. Donc ils ont besoin de combler ça par une demande d'immigration. Mais dans certains pays, notamment la France, qui est un des rares, je crois, à avoir un seuil positif, en fait, un seuil de renouvellement positif, et ben oui, en fait, là, l'immigration pose même plus problème. Et je pense que les capacités d'accueil on le voit, d'ailleurs, le gouvernement français, même l'opposition, qu'elle soit de gauche et de droite, alors même si, bon, là, on le sait que là, souvent les sujets, on va dire, d'immigration sont plus vus d'un point de vue plutôt positif, plutôt du côté gauche de l'échiquier politique français, plutôt très mal vu du côté de l'échiquier droit de la politique française. On sait que c'est un sujet qui est extrêmement clivant, donc, et on sait qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés, j'ai l'impression, de plus en plus à accueillir, on va dire, dans des conditions qui sont décentes aussi, ces gens-là. Donc, je pense que c'est important. Moi, je pense que le constat est plus une impuissance, on va dire, de la solution européenne, puis plus des traités qu'on a signés. Donc, ça, c'est ma petite opinion. Donc, vous en pensez ce que vous voulez. Je serais heureux de vous lire en commentaire si vous avez une opinion contraire à moi. Je pense que c'est l'intérêt du débat, mais je pense que c'est un échec complet, on va dire, évidemment, encore une fois, de cette fameuse Frontex qui était censée unifier les autorités douanières, etc., et puis les autorités de protection, on va dire, des frontières de l'Union européenne. Bon, ça a prouvé à 2 reprises que ça n'a pas marché, notamment, bon,
Lampedusa, ça marche pas. Ce qui s'est passé en Biélorussie, je sais pas si tu te souviens de ça, là, il y a à peu près 2 ans, JP, là, quand notre ami, enfin, ami entre guillemets, là, vous voyez pas mes doigts, là, mais Loukachenko s'était amusé à envoyer des migrants pour négocier le retrait des sanctions. Enfin, c'était assez ridicule. Et on voit que le Frontex a été inefficace, évidemment, dans le traitement de comment dire, cette situation-là. Donc les traités Schengen aussi ne permettent pas, on le sait, une fois que quelqu'un est sur le sol européen, notamment en Italie, bah, techniquement, juridiquement, il est en Europe. Il est dans les frontières de l'espace Schengen. Donc techniquement, il peut aller, par exemple, au moment où tu rentres, par exemple, en Italie, et tu le sais, JP, toi qui a habité Mhm. pendant un temps sur le vieux continent, eh ben, tu ne traverses aucune frontière. D'ailleurs, tu peux te voyager sans passeport, juste avec Absolument. une pièce d'identité. C'est pas nécessaire de ramener ton passeport, on va dire, pour voyager dans l'espace Schengen. Donc c'est ce qui fait que même tu peux aller te rendre au plus loin, même jusqu'en Islande, sans avoir de contrôle, on va dire, à proprement parler frontalier. Donc c'est ça qui est, on va dire, un peu inquiétant, parce que c'est vrai que ça montre les limitations, effectivement, du système Schengen. Est-ce que le rétablissement des frontières douanières, c'est pour demain? Je pense pas. On sait que c'était vraiment contre-productif pour le commerce extérieur de la plupart des pays européens. Et à part durant la situation de Covid, on n'a pas vu de mesures de contrôle aux frontières à proprement parler rétablies pendant des périodes allongées de temps. À part, je me souviens, quand il y a eu les vagues d'attentats en France, ça a été le cas. Et pendant le Covid, puisqu'il y avait des contrôles, tu sais, sanitaires entre pays, là, il n'y avait pas les règles de protection, on va dire, de la Covid n'étaient pas les mêmes entre États membres européens, donc ce qui, pareil, foutait pardon l'expression, mais un sacré bordel pour voyager. Donc c'est une situation extrêmement complexe à gérer, parce que là, on se dit, bon, bah, ce serait mieux qu'on ait des contrôles aux frontaliers, mais on a pu perdu, évidemment, toute cette capacité, évidemment, via les accords Schengen, de contrôler les mouvements de population. On le voit d'ailleurs en ce moment, depuis quelques temps, dans les frontières, par exemple, à proximité de l'Italie et la France, dans la région, pour ceux qui nous écoutent, dans le sud-est de la France, notamment à Nice, etc., la ville de Vintimille et de Menton, en France, sont devenus des points de passage de clandestins, évidemment, extrêmement préoccupantes. Notamment, les clandestins maintenant s'amusent à monter dans les montagnes, évidemment au péril parfois même de leur vie, parce que c'est extrêmement escarpé et dangereux, on va dire, de faire de la randonnée sans équipement dans cette région-là. Parce que souvent, ils viennent, malheureusement, ces gens-là, alors qu'ils n'ont pas mangé, etc., ils sont dans un état, comment dire, de sanitaire très préoccupant, et ce qui fait que beaucoup, malheureusement, ils laissent leur peau dans notre beau pays. Donc, c'est bien triste, en tout cas, comme sujet, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler, parce que je trouve qu'il y avait encore une fois, des répercussions politico-économico-sociales que je trouvais pertinentes, on va dire, dans le cadre du podcast. Je ne sais pas ce que tu en pensais, JP. Je pense que pareil, c'était une discussion qui était pertinente et intéressante. Absolument. Puis je pense que ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Là, on verra, comme on mentionnait, les résultats des prochaines discussions et du plan von der Leyen là, qui est sorti dans les dernières heures. Mais à voir effectivement qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va juste amener une idée? Est-ce que ça va amener des répercussions? Espérons que oui. Comme on l'a dit, autant dans la première partie que dans la deuxième, une résolution est favorable. C'est ça. Et on espère que Charles Michel va pas nous détruire le podcast s'il nous écoute. Là, j'espère que Ah bah pour avoir absolument. écorché son nom. Ouais. Sinon qu'il se présente sur le podcast, ça me fera un plaisir d'en découvrir davantage sur son apport global. Ça va être un malin plaisir. Mais c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab pour ta participation et comme je l'ai mentionné en début d'épisode, pour les deux propositions de sujets. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, etc. sur des bases publiques. Donc, n'hésitez pas en même temps, tant qu'à y être, à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour les notifications et mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Si vous voulez partager également des opinions, des idées, etc., des commentaires, mais sur une base plus privée, Gam met toujours dans la zone de description l'adresse courriel du podcast. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à l'utiliser. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous continuez de nous suivre sur les plateformes audio. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast, etc. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, mettre des likes ou n'importe quel système
d'appréciation d'étoiles ou peu importe, ça aide beaucoup pour le référencement numérique du podcast. Et sinon, comme toujours, pour le référencement de bouche à oreille, qui est la clé et la base de ce magnifique podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos proches, à vos collègues qui s'intéresseraient également au genre de sujet dont on parle. Ça nous fait toujours plaisir aussi de voir la communauté croître là, avec des personnes qui ont entendu parler du podcast par quelqu'un d'autre. Je vous souhaite donc, et je te souhaite, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, à la prochaine.